le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Ce générique, c'est celui de la série Les Mystérieuses Cités d'Or, créée par Jean Chalopin dans les années 80 et qui revient aujourd'hui dans une nouvelle saison. À cette occasion, nous consacrons un numéro spécial d'Actu Manga aux Mystérieuses Cités d'Or. Retour sur cette série culte avec celles et ceux qui l'ont faite et qui la font toujours vivre aujourd'hui. Jean Chalopin, producteur et scénariste, Bernard Derriès au scénario et au dessin, Thomas Bouvray, dessinateur du manga, Mehdi Benaraba, responsable éditorial des éditions Kazemanga, Nordine et Marwan, auteurs du livre Les séries de notre enfance, Aurélie Samuel, commissaire de l'exposition consacrée au nouvel animé, Rui Pascoal et Gilles Broche, auteurs du livre Les Mystérieuses Cités d'Or, édité par Soleil. Mais commençons par parler des hommes qui ont créé cette série désormais culte, Jean Chalopin et Bernard Derriès. Comment sont-ils arrivés dans le monde de l'animation ? Tout ce qui était littérature, théâtre, cinéma, c'était une vraie passion. Le dessin animé n'était pas là à l'époque pour moi. J'ai rencontré à l'époque un écrivain qui était M. Gilbert Cesbron, qui m'a dit « On ne peut plus vivre de son écriture aujourd'hui, il faut faire un autre métier. Si vous avez vraiment la passion de l'écriture, vous êtes vraiment écrivain, ben ça reviendra toujours. » Puis il avait raison. Donc j'ai commencé par la publicité. J'ai commencé par distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres, etc. Ça m'a amené vers le film publicitaire. Et puis un jour, on a eu un client qui était un opticien acousticien qui voulait un dessin animé à tout prix. Et bien sûr, à l'époque, quand quelqu'un me disait « Vous savez faire ça ?», je répondais toujours « oui », même si j'avais aucune idée. Mais je me rappelle que j'avais rencontré à l'époque un jeune garçon qui jouait de la guitare et chantait des chansons, qui s'appelait Bernard Derriès, qui était aussi aux Beaux-Arts et qui avait la passion du dessin animé. Donc j'ai retrouvé la trace de Bernard à ce moment-là. C'était quelques années plus tard. C'était un rêve pour moi de faire du dessin animé. D'abord, c'était un rêve de faire du dessin tout court. Et puis, dans les années 60, c'était pas évident de faire du dessin, parce que c'est des métiers un peu lointains qui n'existaient pas et dont on n'entendait pas parler. Le seul moyen de faire le métier de dessin, c'était la publicité. Donc, j'ai réussi, à force de demander à mes parents, de rentrer dans une école de publicité. Et puis, j'ai appris à dessiner, j'ai appris le dessin, la composition, la mise en page, etc. Et puis je rêvais de faire du dessin animé. Je me disais que c'était impossible, puisqu'à l'époque, c'était Walt Disney. Très peu de productions japonaises arrivaient en France, on ne connaissait pas. Quelques petites productions françaises. Et puis, c'était un rêve. Mais quand même, je continuais toujours à faire un peu pour moi, pour m'amuser, des petites choses, des petites créations. Et je l'ai appelé en disant « Bernard, est-ce que dessin animé, vous savez faire ?» Il m'a dit « Mais j'enseigne une classe à l'école Brassard de Tours pour le dessin animé et je sais faire. » Et là, c'était le rêve parce qu'on allait directement du texte à l'image, à la réalisation. Le réalisateur était celui qui dessinait, moi j'étais celui qui écrivait, et donc j'ai trouvé ça formidable. On avait la place de faire en dessin animé, de développer l'imaginaire total sans avoir des budgets énormes, si vous voulez. Parce que, bien sûr, si vous imaginez les cités d'or, surtout à l'époque, par exemple, en dessin animé, un dessin est un dessin. La même chose en production, c'est un film très cher. Donc, tout ça me permettait de résoudre mes problèmes de transformation du rêve en réalité. Grâce à ce premier pas dans le monde de l'animation, Jean Chalopin voit plus grand et décide de produire une série, Ulysse 31. Mais en France, il n'a pas la capacité de production nécessaire. Il part donc au Japon. Je cherchais à pouvoir produire nos idées plus rapidement, en 6 mois, 8 mois de temps. Et le marché le demandait aussi. Les Japonais ne travaillaient pas du tout comme nous, c'est-à-dire nous on travaillait sous un toit, on avait 500 personnes sous un seul toit, alors que les Japonais avaient un système de centralisation et vous avez une plaque tournante centrale où il y a les producteurs, les assistants producteurs, les coursiers, etc. Et on centralise tout avec le réalisateur, mais on envoie des équipes éclatées. Donc ça permet d'avoir si on veut, 3000 personnes, 5000 personnes, très rapidement. On fait l'animation, par exemple, la key animation, l'animation clé, c'est revenu. On fait les in-between, ça revient. On envoie vers le traçage, ça revient. On fait la couleur, ça revient. Et le bandit, etc. Donc ça permettait de grossir et de dégrossir très rapidement. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Donc le Japon nous a apporté une capacité de production extraordinaire. Et c'est grâce à ce
ce qu'on avait en France, plus ce qu'on avait au Japon à bout d'un certain temps, qu'on a pu aller aux États-Unis avec une véritable capacité de production qui était égale, sinon supérieure à celle de nos concurrents américains. Après cette première collaboration fructueuse avec les studios nippons, c'est un Japonais qui va proposer à Jean Chalopin d'adapter un roman de Scott O'Dell. Les Cités d'Or, c'est une rencontre entre un monsieur qui s'appelle monsieur Mitsuru Kaneko. À l'époque, Mitsuru voulait convaincre NHK, la société publique japonaise, de faire du dessin animé. C'était la seule chaîne qui n'en faisait pas. Et NHK lui a dit oui, mais nous on ne peut pas faire si ce n'est pas culturel. Il faut qu'il y ait un élément culturel dedans. Et lui avait lu ce livre de Scott O'Dell qui s'appelle King Fifth, qui racontait l'histoire de ce cartographe adulte qui s'appelait Esteban, à travers son voyage d'Espagne jusqu'à l'Amérique du Sud, et qui était un petit peu le rapporteur de ce qui se passait avec Pizarro, etc. Et derrière, il y a en sous-jacence les Incas et la recherche de l'or, etc. Et à l'époque, moi je le connaissais parce que j'étais en train de produire Ulysse 31. Et à un moment donné, il est venu me voir en disant « Voilà, j'ai cette idée de faire une série inspirée de ce livre. » Donc on a développé un premier concept qui n'est pas celui que vous connaissez aujourd'hui, qui était un travail. Puis j'ai fait le tour des télévisions en France et tout le monde l'a refusé. Et il y avait une raison pour laquelle il y avait un non. C'était parce que c'était un feuilleton. Alors c'est finalement la CLT, Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, qui avait RTL en Luxembourg, qui a pris le risque de financer avec ça, avec NHK. Et puis voilà, puis la grande aventure a commencé et on a créé ce que vous connaissez, les Cités d'Or. Voilà. Et si cette série a connu un si grand succès, c'est qu'elle n'est pas seulement l'adaptation d'un roman historique. L'aventure et une dose de science-fiction sont également au rendez-vous. Le livre de Scott O'Dell se base sur des faits réels, des documentations historiques. Donc nous, on a vraiment suivi la même chose. Après, bien sûr, d'avoir fait Esteban un enfant, c'était un choix très important. C'est des enfants dans un milieu de guerre et de conquête, de fin d'empire avec les Incas. Et là, l'imaginaire s'est développé parce que quelque part, on a commencé à parler des 7 cités d'or, on a commencé à imaginer. Ça, c'est le travail de créativité qui démarre. Mais encore une fois, le fondement historique et géographique, il est parti d'un livre. On a apporté beaucoup de choses, je pense, entre autres le côté science-fiction qui était beaucoup moins marqué. Les Japonais avaient imaginé ça d'une façon un peu plus Renaissance, Moyen-Âge, Renaissance, c'est-à-dire un peu comme Léonard de Vinci voyait les choses. Et nous, on s'est dit non, il y a les extraterrestres derrière les grands signes dans la jungle, etc. Il faut aller plus loin. Le bateau, qu'il ait un aspect un peu classique pour se planquer, c'est bien. Mais ensuite, dès qu'il devient un peu au-delà, il faut que la voile solaire ressemble à quelque chose qui sort de l'univers, presque d'Ulysse ou des choses comme ça, vous voyez. Là. Voilà, et puis que tout après les engins, tout ça, on retrouve le côté futuriste beaucoup plus, et puis les extraterrestres de la fin. Donc c'était un peu... Ils n'étaient pas là. C'est vrai que chacun essaie de vendre ses idées parce qu'on est convaincu. Il s'agit de convaincre l'autre. Et puis finalement, écoutez, on est arrivé à faire cette série, comme vous voyez, Les Cités d'Or, avec le studio Pierrot. Et cette série, au-delà du côté historique du roman, ponctue chaque épisode d'une particularité unique et souhaitée par NHK qui a marqué les esprits. C'est un dessin animé qui est à la fois ludique et culturel. On y apprend beaucoup de choses. Il y a toujours ces petits documentaires aussi à la fin qui permettent d'élucider un certain nombre de points et de développer un certain nombre de thématiques. Nos héros ont traversé l'océan Atlantique à bord de l'Esperanza. Jadis, les épices, comme le poivre par exemple, étaient indispensables dans la vie quotidienne des Européens qui devaient aller jusqu'en Asie pour les chercher. Le rapprochement qu'il y avait entre la réalité, via les petits documentaires, et l'histoire. Je me disais, les cités d'or, mais ça doit exister, ces cités d'or. Et quand j'étais gamin, je croyais vraiment que les cités d'or existaient. Je faisais des recherches, et je découvrais qu'il y avait des légendes sur les cités de Cibola. Et je dis, mais c'est pas possible. Et avec des copains, on s'imaginait vraiment être à la recherche de ces mystérieuses cités d'or au Mexique, au Pérou.
Les Espagnols de jadis entendaient les indigènes raconter une bien intéressante histoire, celle d'une cérémonie au cours de laquelle le chef d'une tribu montagnarde de Colombie, enduit de poussière d'or, entrait dans un lac. La poussière d'or se répandait à la surface de l'eau et ceux de la tribu jetaient en offrande de l'or, de l'argent et des émeraudes. Si cette série n'a pas provoqué une ruée vers l'or, elle a eu le mérite de nous faire découvrir de vraies pages de l'histoire tout en étant divertissantes. Les mystérieuses cités d'or ont traversé les époques et ont marqué de nombreuses générations d'enfants. Alors mon tout premier souvenir, moi, date d'une semaine avant la diffusion, en fait, le 21 septembre 1983, parce que Dorothée avait présenté à la suite de la série Dick le Rebelle, si je me souviens bien, qui devait donc s'achever cette semaine-là, présenter en avant-première le générique de la série qui allait prendre sa suite la semaine suivante. C'était donc Les Mystérieuses Cités d'Or. Et donc ils avaient présenté ce générique avec cette fameuse intro que tout le monde connaît et qui pour moi a été une claque. Quand j'ai vu cette intro, j'ai dit waouh, c'est un dessin animé, on dirait un film, on dirait c'est beau, ça bouge, enfin. J'ai attendu la semaine suivante avec impatience. À mon sens, il ne s'agit pas que d'une série microcosmique, soit pour un public de manga ou de Français pas fans de tout ce qui est japonais. C'est une série beaucoup plus large. Madeleine de Proust est vraiment grand public et intergénérationnelle parce qu'elle a été diffusée de nombreuses fois et touche finalement pas que les trentenaires. Moi, ce qui m'a le plus marqué gamin, déjà c'est la musique. Et c'est la scène où on voit Esteban qui a le mal de mer et qui commence à s'envoler dans les airs avec toute la musique, toute la mise en place. Là, ça y est, j'étais accro. J'étais accro. Dès cet épisode, c'était terminé. Il fallait que je regarde mon épisode tous les mercredis après-midi dans Récréado. Et il n'est pas le seul à être accro à cette histoire, mais aussi à ses personnages atypiques. Si on analyse les séries, les dessins animés pour jeunes qui se passaient à l'époque, le héros était souvent un adulte, et il y avait des enfants qui l'accompagnaient ou des petites bestioles. Là, à l'inverse, les héros étaient 3 enfants et les adultes étaient un peu relégués au second plan. Je pense que le fait que les 3 enfants soient les héros a permis justement aux jeunes téléspectateurs de s'identifier plus facilement à eux, d'autant plus qu'ils ont des cultures assez différentes l'un et l'autre. Esteban qui vient de l'Espagne, Zia qui vient du Pérou, Tao qui vient d'une civilisation disparue. Ils ont des cultures très différentes, des caractères très différents. Ils se chamaillent assez souvent, comme n'importe quel enfant. Ils arrivent à résoudre pas mal de problèmes grâce à leur amitié, grâce à leur entraide. Tous les 3, ils arrivent toujours à se sortir des situations les plus difficiles. Et je pense que c'est ce côté-là aussi qui a beaucoup plu aux enfants. C'est ce côté très proche des téléspectateurs. Esteban te dit la vérité, chef Yupanqui. Kraka nous a demandé de retrouver ces hommes pour qu'ils nous remettent le blason. Tu l'as entendu, Mendoza? C'est bien pour me rendre le blason du soleil que vous êtes venu jusqu'ici. Et j'aimais bien cette relation de Mendoza avec Esteban, le grand frère protecteur. Et c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, c'est qu'il était toujours là pour le protéger, pour lui apporter des conseils. Puis, ce que j'aimais aussi dans le personnage de Mendoza, c'était qu'il était très subtil. C'était ni bon, ni méchant, mais il était entre 2 eaux et c'était très intéressant d'avoir ça à l'époque. Capitaine Gaspard, ces enfants sont sous ma protection et je vous prierai à l'avenir de les laisser tranquilles. Je dirais en résumé qu'effectivement les personnages principaux, les 3, m'intéressaient particulièrement dans le sens où c'est pas vraiment des héros, mais ce sont des jeunes qui donnent un peu des leçons aux adultes qui finalement sont assoiffés par l'or, qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Et on a affaire à des enfants qui, très vite, coupés de leurs racines, de leurs parents, vont avoir une quête initiatique intéressante, découvrir des pays différents. Il y a un métissage dans ces dessins animés, donc il y a un message plutôt positif au niveau de, d'être tolérant, d'accepter la différence, notamment avec Tao et d'autres. Et en plus, ces personnages sont très attachants. Bref, c'est varié et c'est éducatif. Tous ces personnages sont portés par une musique qui a fortement marqué les esprits. Pourtant, celle-ci a bien failli ne pas exister.
Jean-Charles Lopin et Bernard Derriès ont présenté le premier épisode, mais avec les musiques japonaises. Il y a Jacqueline Joubert, qui était responsable des programmes TV animés. La maman d'Antoine Decaune. Voilà. Antenne 2, qui m'a dit « Ah non, vous me changez la musique. Hein. Vous me faites la même histoire, mais vous me changez complètement la musique. » Et c'est de là qu'a commencé cette mise en place d'une nouvelle musique, la musique qu'on a connue de Naïm Saban et Chouki Lévi. La musique portée par Chouki Lévi transcende vraiment le dessin animé. C'est-à-dire que je crois que sans cette musique-là, je ne sais pas si le dessin animé aurait eu la même dimension. Il y a une espèce de crescendo qui se met en place très rapidement dans les épisodes, qui prend, lui, du temps, mais qui amène vraiment une dimension onirique incroyable pour les mystérieuses cités d'or. Moi, je voyais la série comme un film d'aventure. À l'époque, il y avait Indiana Jones, il y avait tout ça. Moi, je voyais que de la musique d'aventure qui souligne. Alors que les Japonais, si vous écoutez leur musique, c'était pour nous très, très plat, un peu trop plat. Donc, on a introduit la bande-son. La musique a été faite par Saban, Chouki Lévi et une bande-son musclée comme un film d'aventure, hein, avec des endroits mélancoliques, avec des endroits tristes, avec des endroits colorés, mais quand même une bande-son dynamique. Je voulais comme ça. On a fait des petits montages images différents, c'est là qu'on voit les différences de point de vue. On a monté le générique différent, mais en gros, la série est la même. Mais quand même, je pense que la bande-son donne une autre idée. Quand on regarde la version japonaise et la version française, donne un autre feeling tout à coup, quand on voit l'image japonaise et la bande-son. Après cette saga culte produite dans les années 80, les Cités d'Or reviennent en 2013 dans une nouvelle saison. Monsieur Chalopin, Monsieur Derriès, comment vous êtes-vous impliqué dans ce projet et quelles ont été les difficultés ? J'ai été impliqué depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Donc j'ai lu tous les scénarios, les synopsis, dit quand j'étais pas d'accord, etc. Mais j'ai pas écrit. Donc c'est une grande différence avec la série précédente où j'écrivais. Combien de temps il a fallu ? 12-13 ans. Mais c'est des problèmes de droit, ce n'est pas un problème de financement. La volonté de le faire, de financer, existe depuis longtemps. Mais on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas récupéré les droits. Donc les droits étaient éclatés entre NHK, CLT, qui les avaient revendus à quelqu'un d'autre, lequel quelqu'un d'autre les avait vendus à quelqu'un d'autre, qui les a vendus à quelqu'un d'autre, etc. Et beaucoup de gens avaient abusé des droits. Donc il a fallu commencer un travail énorme de récupération des droits et de bataille contre l'abus des droits. Heureusement, on a eu un grand soutien de Mitsuru Kaneko, qui est, je le dis, un ami très proche, encore aujourd'hui, et de NHK et de CLT. Donc on a eu le soutien des gens de l'origine, si vous voulez, et qui nous ont dit « Oui, vous êtes les gens légitimement à l'avoir, c'est à vous de l'avoir, on va vous aider à récupérer. » Des enfants sont venus ici. Des enfants, comme dans la légende. Je veux tout savoir sur ces enfants. Il fallait considérer que c'était une chose 30 ans plus tard quand même. Il ne fallait pas se dire non, on va garder ça intégralement, on ne changera pas une ligne ou un trait. C'était pas possible. Et puis la technologie nous permettait de faire tellement mieux, hein, donc qu'il fallait en profiter aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a été sérieux sur le suivi des personnages et du coup, je crois qu'on n'a pas de mal à les accepter d'une 30 ans plus tard, tels qu'ils sont aujourd'hui dans la série. Bien au contraire, après plus de 10 ans d'attente, on accueille cette nouvelle série avec grand plaisir. Et la part culturelle n'est pas oubliée, avec une très belle exposition au musée Guimet qui fait le lien entre la série et ses inspirations historiques. On a fait un choix assez simple, qui était de suivre donc géographiquement les personnages. En fait, ils arrivent en Chine du Sud, donc Esteban, Tao Zia et Mendoza, en Condor. Ils arrivent donc dans la région de Guilin, qui est une région très montagneuse du sud de la Chine. Et on s'est dit, bon, très bien, suivons le trajet des personnages, arrivons au sud de la Chine. Qu'est-ce qu'on trouve au sud de la Chine, en fait ? Les villages Miao. Donc commençons tout simplement à montrer des objets Miao. Et en voyant finalement les épisodes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de costumes qui étaient portés par les personnages et que c'était vraiment un angle de vue qu'on pouvait approcher. Ensuite, Guilin est surtout connu pour ses paysages montagneux, un petit peu vaporeux, dans la brume, que l'on voit par exemple sur la peinture chinoise. Donc on a décidé de mettre en parallèle des planches agrandies du dessin animé dans l'exposition, donc de ces montagnes en fait, avec des paysages de la peinture chinoise, un éventail notamment, qui est une très très belle pièce de l'exposition.
et quelques céramiques. Ensuite, ils passent par le monastère de Shaolin, donc on a évoqué le Shaolin et la création du Kung-Fu. Ils vont jusqu'à Pékin, Beijing, où ils visitent la cité interdite, donc nous avons également évoqué la cité interdite, et notamment avec les thématiques de l'empereur, du dragon, et ensuite ils s'envolent, toujours en Condor, vers le Tibet, vers l'Himalaya, donc nous avons terminé l'exposition avec une évocation du Tibet. Mais les projets sur les mystérieuses cités d'or ne s'arrêtent pas là. Vous pouvez désormais découvrir ou redécouvrir en Blu-ray la série, mais aussi l'adaptation en manga. 2013, c'est l'année des cités d'or, parce que c'est les 30 ans de la série. Et c'est aussi, dans le catalogue DVD, c'est une série phare de Kazé. Donc il fallait forcément avoir une initiative autour de la licence. En plus, la nouvelle saison débarquait sur le petit écran. Et donc il y avait une volonté de toute façon de restaurer la saison initiale en Blu-ray. Et Thomas Bouvray, donc le mangaka de notre série, est venu vers nous avec ce projet comme ça d'adapter la première saison des Cités d'Or. Ce qui m'inquiétait après, c'était voilà, est-ce que je vais bien retrouver l'âme en fait du dessin animé. Enfin, c'est quand même un dessin animé populaire, donc si les personnages sont complètement différents, s'ils ont c'est la difficulté de faire en sorte qu'on puisse retrouver l'âme des personnages et en même temps de donner un plus qu'on peut retrouver dans le manga. On va dire, il y a plusieurs personnages que j'ai bien aimé dessiner. C'est vrai que les personnages, il y en a beaucoup qui sont complètement différents. Et finalement, j'ai pris aussi du plaisir, non seulement à dessiner peut-être les personnages principaux, mais aussi, on va dire, les personnages qui sont plus adultes, comme Mendoza, ou même les méchants, comme Gomez ou Gaspard, qui avaient un visage assez atypique. Donc, du coup, c'était intéressant de reproduire ça. Et puis, en même temps, j'ai pensé, en tout cas, à donner un plus, peut-être aussi au niveau de... notamment, on va dire, au format manga qui s'y apprête, de donner des expressions, on va dire, qui pourraient bien jouer sur les personnages, peut-être des expressions des fois qui se rapprochent, on va dire, du code manga. Je sais pas, par exemple, pour des scènes comiques, peut-être les gouttes sur le visage, par exemple, ou ce genre de choses, ou alors des visages un petit peu déformés. Il y a eu une rencontre au tout début avec Thomas et Bernard Derriès, et donc nous en tant qu'éditeurs, pour qu'on ait une idée précise de comment allait se dérouler l'histoire, parce que 39 épisodes à condenser en 5 mangas, ça mérite beaucoup ça soulève beaucoup de questions. Après, 5 mangas déjà en tant que production, en tant que création, à notre niveau, c'est déjà un beau challenge. Et nous, on a proposé à Bernard Derriès, au moyen d'un séquencier, en fait, qui balayait les 5 tomes, des résumés précis sur chaque chapitre, qui condensait les 39 épisodes sans perdre en efficacité. C'est-à-dire qu'on était obligé de faire des ellipses, mais ça répondait plus au code du manga. C'est-à-dire que, je prends un exemple, quand l'Esperanza est en train de faire naufrage suite au typhon, il y a une scène où Esteban est en train de nager, il s'échappe d'une prison, le bateau est en train de couler, et donc il nage dans l'eau comme ça, donc on le voit prendre sa respiration, replonger, etc. Il y a toute une scène comme ça en animation. C'est sympa à l'écran, mais il faut le traiter différemment pour que ça ait plus d'impact. Et donc là, Thomas, il arrive, il nous propose une superbe double page où on voit Mendoza comme ça évoluer dans l'eau. Donc c'est ce genre de remaniement qui ne trahit pas l'esprit de la série. On espère que désormais, vous en savez un peu plus sur l'univers des mystérieuses cités d'or. L'équipe d'Actu Manga remercie tous les intervenants et rappelle les actualités autour des différentes séries. Aurélie Samuel pour l'exposition au Musée Guimet, Rui Pasquale et Gilles Broche avec le livre Les mystérieuses cités d'or, Thomas Bouvray et Mehdi Benraba pour l'adaptation en manga. Un immense merci à Nordine et Marwan pour nous avoir aidés dans la préparation de l'émission, ainsi que pour leur livre Les séries de notre enfance. Et pour finir, un remerciement particulier pour ceux qui ont créé cette série culte, Bernard Derriès et Jean Chalopin. Mais une dernière question nous taraude, monsieur Chalopin. Après une carrière si remplie et une si longue absence, pensez-vous revenir un jour dans le monde de l'animation ? Probablement, je reviendrai vers le monde, du cinéma et de la télévision, mais probablement plus vers le monde du cinéma que de la télévision à ce stade. Parce qu'on ne peut pas faire les choses à moitié. C'est très difficile de faire les choses à moitié. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend pas 8 heures par jour, ça prend 17 heures par jour, 7 jours par semaine. Puis vous savez, on vieillit, les idées sont peut-être moins bonnes, on s'use, on devient trop raisonnable. Il ne faut pas être trop raisonnable pour créer, il faut être un peu déraisonnable, et quelquefois un peu beaucoup.
gâché ma soirée.